Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet très intéressant et très important pour nous les femmes ménopausées. On va parler de l'ostéoporose. Mais avant tout, générique. Parlons donc d'ostéoporose et de comment, évidemment, essayer de ralentir ce processus qui, je vous le rappelle, est un processus naturel. Donc on va voir plusieurs choses. D'abord, on va voir la différence entre l'ostéoporose et l'ostéopénie. C'est pas tout à fait la même chose. On va voir pourquoi la ménopause va augmenter le risque d'ostéoporose, l'importance de faire de la musculation après 50 ans, les questions de nutrition, comment manger mieux de manière à ralentir le processus. Et on parlera de comment on mesure le processus de l'ostéoporose, c'est-à-dire la densitométrie. Non mais j'étais pas sûre, alors je regarde mes notes. Et puis on fera un petit comparatif aussi des prises en charge par les pouvoirs publics de santé, en fait, en France et puis en Suisse. Alors tout de suite, si vous avez des infos sur la Belgique, j'en ai pas vraiment trouvé, vous pouvez les mettre en commentaire et je pense que ça intéressera beaucoup les femmes belges ménopausées sur comment ce phénomène est pris en charge par les systèmes de santé belges. Et puis dans le monde francophone en général, si vous venez d'un autre pays francophone et que vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que ça peut servir à beaucoup de monde. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de ralentir ce processus, tout comme il existe des moyens de ralentir le processus de la fonte musculaire. La fonte musculaire, on en a parlé dans cette vidéo que je vous mets là, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs par rapport aux autres vidéos de ma chaîne. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qui nous touche et qui nous intéresse toutes, évidemment, d'essayer de faire avec ce phénomène de ménopause et d'essayer de conserver un corps dans les meilleures conditions possibles. Alors, je vous le disais tout à l'heure, la première chose qu'on va regarder, c'est la différence entre ostéoporose et ostéopénie. Alors, j'ai mes notes, donc pour essayer de ne pas dire de bêtises, je vais les lire. Alors, l'ostéoporose, c'est une perte de densité osseuse qui fragilise les os et augmente le risque de fracture. C'est assez simple, effectivement. L'ostéopénie, c'est aussi une baisse de densité osseuse, mais beaucoup moins sévère, et elle peut évoluer vers l'ostéoporose si rien n'est fait. Vous voyez, l'ostéoporose, c'est un petit peu quand c'est trop tard, et que de fait, on va multiplier les fractures de tout le squelette. On entend souvent parler de la fracture du col du fémur, mais c'est pas le seul endroit où on peut avoir des fractures liées à l'ostéoporose, puisqu'en fait c'est l'ensemble de notre squelette qui devient, comme son nom l'indique, plus poreux, parce que les os, ils sont un petit peu poreux, effectivement, mais l'ostéoporose, ça va augmenter le nombre des trous, voilà, des porosités, mais aussi la taille de ces trous, donc dans les os. Et de fait, la phase avant, qui s'appelle l'ostéopénie, c'est à ce stade-là, et c'est à l'âge qu'on a, enfin normalement ça commence avant, hein, voilà, ça commence même dans l'enfance, sur le capital osseux, c'est vraiment toute la vie qu'on préserve son capital osseux. Alors les chiffres, en France, il y a une femme sur 3 de plus de 50 ans qui est donc concernée par ce risque d'ostéoporose important. C'est beaucoup, hein, une personne sur 3, une femme sur 3. Et on va voir plus tard que en termes de prise en charge, la France, on ne fait pas trop cocorico. C'est-à-dire, voilà, c'est encore une maladie qui touche plus les femmes, et c'est encore une prise en charge qui est déficitaire en France. À croire que nous n'existons pas, nous représentons un peu plus de 50% de la population, mais bon, on va faire comme si on n'existait pas. Les fractures les plus fréquentes sont celles qui touchent le poignet, les hanches et aussi les vertèbres.
La perte osseuse, elle peut être silencieuse. Évidemment, tant qu'on n'a pas fait de fracture, on ne peut pas savoir si on a une ostéoporose avancée. Et on le sait au moment de la première fracture. D'où l'intérêt vraiment de faire des examens de densitométrie qui vont permettre d'évaluer la porosité de nos os. Alors, est-ce qu'on est en stade d'ostéopénie ou est-ce qu'on est en stade d'ostéoporose? Et ça, en fait, c'est vraiment à négocier avec, enfin négocier, on en est là, avec votre médecin traitant parce que c'est lui ou elle qui est vraiment en première ligne sur la prise en charge de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie, en tout cas chez les femmes de 50 ans et plus. Chez les hommes aussi, hein, d'ailleurs. Mais c'est voilà, on va comprendre là avec le point 2 pourquoi la ménopause, ça augmente le risque d'ostéoporose. Et je le répète, ça peut toucher aussi les hommes, hein, mais dans une moindre mesure, parce qu'en fait, la ménopause, elle va entraîner, on le sait, une chute des oestrogènes, et cette chute, on sait que les oestrogènes, ils sont en fait essentiels dans la solidité des os. Sans les oestrogènes, et donc avec une baisse des oestrogènes, c'est le cas, l'organisme va éliminer, consommer plus de tissu osseux qu'il ne va en fabriquer. Donc vous voyez cette balance, perte de tissu osseux et fabrication de tissu osseux n'est plus en notre faveur quand on est ménopausé. Alors il y a des facteurs qui aggravent la situation. Il y a des antécédents familiaux, notamment. On peut génétiquement avoir plus de pertes osseuses que la plupart des gens. On va avoir un autre facteur qu'on peut contrôler, c'est la sédentarité. En fait, plus on est sédentaire et plus ça va aggraver le phénomène d'ostéoporose, enfin d'ostéopénie, puis d'ostéoporose. Et puis, quand on est carencé en fait en calcium et en vitamine D, ça va aussi accélérer le phénomène. Et dans les facteurs aggravants, on a, mais comme je veux dire, j'allais dire vraiment pour des tas de maladies, voilà, le tabac, l'alcool, prendre de la caféine en excès, tout ça, ça va aggraver en fait le phénomène d'ostéoporose. J'hésite parce que des fois, ostéopénie, ostéoporose. Donc en fait, vous voyez bien que sur ces facteurs aggravants principaux, il y en a un seul qui n'est pas sous notre contrôle, c'est les antécédents familiaux. On ne peut rien faire avec nos gènes, voilà, on ne va pas les modifier nous-mêmes, vous voyez. Par contre, on peut modifier notre comportement. On peut être moins sédentaire, on peut se supplémenter en calcium, en vitamine D, on en parlera tout à l'heure. On peut arrêter le tabac, arrêter l'alcool, et puis diminuer le café ou même l'arrêter complètement. Donc ça, vous voyez, ça veut dire que on a quand même une prise sur l'évolution de l'ostéopénie de manière à ce que l'ostéoporose ne se développe pas trop rapidement. Et puis, on a quelque chose qui est aussi sous notre contrôle, c'est le fait, et j'en parlais tout à l'heure, donc de lutter contre la sédentarité. Et la musculation est vraiment une très bonne option quand on peut vraiment faire de la musculation. Donc, quand on n'a pas de contre-indication à la pratique de ce sport-là. En fait, le fait de renforcer ses muscles, de faire du renforcement musculaire plus, hein, et si vous voulez vraiment comprendre la différence entre maintenir son corps, maintenir la qualité de ses muscles et faire du renforcement musculaire et donc développer sa masse musculaire et sa force, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait antérieurement, qui vous fera comprendre que faire du renforcement musculaire et de la musculation, c'est pas juste entretenir ses muscles. Vous voyez, c'est pas juste lutter, essayer de maintenir sa masse musculaire, c'est essayer de la développer. De la même façon, en fait, la musculation, elle est vraiment une très bonne alliée pour ralentir le phénomène de l'ostéoporose. Parce qu'en fait, les impacts
mécanique des exercices, en fait, donc des exercices de résistance notamment, ça va stimuler la production de l'os. Donc vous voyez bien, il y a une perte de l'os, mais si, et je vous avais dit tout à l'heure, il y a la balance production et perte, elle n'est pas en notre faveur, en fait, à cause de la baisse des oestrogènes quand on est une femme ménopausée. Mais finalement, la musculation, ça va augmenter la capacité de production de l'os. Et donc, ça va rétablir à peu près cette balance entre perte et production. Donc, c'est important d'en faire. Alors, quels exercices privilégiés? J'allais dire tous les exercices de musculation, les squats, les fentes, les soulevés de terre. Ça va être pour tout ce qui est jambes, les hanches, et puis donc voilà toutes ces zones qui sont vraiment sensibles aux fractures. J'ai parlé du col du fémur, des fractures de hanches, etc. On va avoir aussi tout ce qui est pompe, tout ce qui est développé couché pour plutôt le haut du corps, et en particulier les poignets, etc. Et puis, si vous pouvez, essayez de, donc là c'est en dehors de la musculation, faire des exercices avec des sauts modérés, en fait. Alors, ça peut être de la corde à sauter, c'est un très bon exercice. Alors en plus, ça va renforcer votre cardio. Donc voilà, c'est pas la peine de trop forcer au départ, surtout quand vous commencez. Mais et voilà, vous pouvez alterner en fait tout ce qui est exercice de musculation, tout ce qui est exercice comme ça avec des petits sauts de corde à sauter. Vraiment, c'est un très bon exercice, là je le répète, mais voilà. Puis aussi tous les exercices d'équilibre. Le yoga, le pilate, etc. Vous voyez, le yoga, des fois, on se met dans des positions pas possibles et ça permet en fait de stimuler également la production osseuse, et donc c'est très important. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation peut jouer, la nutrition donc peut jouer un rôle en fait dans l'avancée ou pas, voilà, la rapidité, je vais dire plutôt comme ça, la rapidité de l'avancée de l'ostéoporose. Alors, dans l'alimentation, on va avoir des tas d'aliments qui sont sources de calcium. Alors, bon, les produits laitiers, pour ceux qui les digèrent ou pas, voilà, mais autrement, les amandes, les sardines, les brocolis, voilà, sont de très bonnes sources de calcium. Pour la vitamine D, on va être encore sur des poissons gras. Donc en dehors des sardines, il y a tous les petits poissons voilà, qui sont dans les mers du Nord, en fait, sont des poissons gras. Ça peut être du hareng, voilà, du haddock, des choses comme ça. Pour la production de vitamine D, évidemment le soleil. Alors avec modération, on le sait, hein, ne risquez pas de vous brûler la peau, parce qu'après vous allez avoir un risque de développer des mélanomes et compagnie. Donc, mais là en ce moment, donc j'enregistre début avril, il fait un soleil magnifique, mais qui est encore pas le soleil qui brûle, quoi. Donc voilà, c'est une bonne occasion. En plus, on sort de l'hiver, c'est vraiment le bon moment pour prendre le maximum de soleil. D'ailleurs, je vais y aller juste après avoir enregistré cette vidéo. Je vais faire une grande balade pour me recharger en soleil. Pour la vitamine D, il y a les œufs aussi qui fonctionnent très bien. Et puis vous trouverez sur internet des tas de listes, etc. Alors, est-ce qu'il faut prendre des compléments? On voit souvent, voilà, dans les parapharmacies, des petites fioles avec de la vitamine D. Alors moi, au début, je prenais ça et en fait, j'ai arrêté. J'en ai parlé à mon médecin et j'ai arrêté. Et lui, il me prescrit pour la vitamine D une ampoule à prendre les mois d'hiver tous les mois, donc une fois tous les mois. Et puis pour les mois d'été, là, ça va être tous les 3 ou 4 mois de prendre une ampoule de vitamine D. Et donc c'est des doses de vitamine D qui sont beaucoup plus importantes que celles que vous trouvez dans les petites fioles. Et moi, je le supporte vraiment bien. Donc après, à vous de voilà, à vous d'essayer un petit peu toutes ces choses-là. Parce que je pense que la prise de vitamine D quotidienne, je sais pas si c'est une bonne chose. Donc vraiment renseignez-vous auprès de votre médecin. Alors après il y a la question du dosage, etc. Il saura vous renseigner bien plus que moi et bien plus que ce que vous trouvez éventuellement sur internet, parce que très souvent sur internet, on dit souvent les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Oui, mais sauf que très souvent les conseilleurs sur internet c'est aussi les vendeurs. Donc ils vont pas vous dire que leur produit a des effets secondaires, etc. Donc prenez
vos renseignements plutôt sur des sources qui n'ont rien à vous vendre. Et bon, le médecin n'a rien à vous vendre à part le maintien de votre santé. Donc, bon, voilà, vous faites comme vous voulez, mais effectivement, moi je suis plus d'avis, alors je prends souvent des renseignements sur Internet, etc., en essayant de trouver des sources fiables et comment dire, non marchandes, mais ça ne m'empêche pas ensuite, quand je vois le médecin, alors moi je vois mon médecin à peu près mon médecin traitant une seule fois par an, 2 parfois, parce que j'ai la chance d'être en bonne santé, même si j'ai des problèmes de santé chroniques, etc. Je veux dire, sur la santé du quotidien, ça va bien, donc du coup, je le vois pas beaucoup. Mais je me fais une petite liste de questions à chaque fois, et puis, bah, voilà, quand c'est mon tour, voilà, de rentrer dans son cabinet, bon, bah, il sait qu'il va devoir répondre à des tas de questions, parfois loufoques, parfois intéressantes, donc bref. Pour la vitamine D et le calcium, il y a aussi des aliments à limiter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer complètement, mais il faut limiter parce qu'en fait, ils s'opposent à l'absorption de ces nutriments en fait dans votre corps. Donc tout ce qui est excès de sel, tout ce qui est caféine, on en a déjà parlé, et tout ce qui est soda. Parce qu'en fait, ces 3 catégories d'aliments, donc le sel, donc le sodium, la caféine et les sodas très sucrés, en fait, ils vont favoriser l'élimination du calcium dans votre corps. Donc vous, ce que vous voulez, c'est plutôt garder un taux de calcium assez on va dire régulier, puis finalement assez haut. Et enfin, à limiter aussi, c'est le fait d'absorber beaucoup de protéines animales sans les associer à des légumes. Donc, beaucoup de protéines animales, en soi, c'est pas un problème, mais c'est important de les associer à des légumes, parce qu'autrement, si vous n'avez que des protéines animales sans légumes, ça va acidifier votre organisme, et finalement ça va accélérer la j'arrive jamais à le dire, alors je vais le lire, déminéralisation. Voilà. Alors on arrive au moment de la vidéo où on parle de la densitométrie osseuse. Donc ça, c'est un examen qui va mesurer la densité minérale de vos os. Donc c'est l'examen qui permettra de dire si vous êtes plutôt dans une phase d'ostéopénie ou dans une phase d'ostéoporose. Donc surtout avant que vous ayez une fracture, et quand vous êtes dans un stade d'ostéopénie, c'est le moment de changer des choses dans votre mode de vie, dans votre alimentation, etc., qui va permettre de ralentir l'arrivée de l'ostéoporose. Vous voyez, parce qu'une fois que vous avez une ostéoporose déclarée et assez avancée, c'est pas qu'il y a plus grand chose à faire, mais c'est que c'est plus le moment de lutter. Voilà, vous pouvez quand même essayer d'éviter les fractures, mais finalement, c'est mieux de s'y prendre avant. En sachant que votre capital osseux, hein, vous le travaillez dès l'enfance. En fait, voilà, il y a des choses qu'on ne mange plus actuellement, mais qui sont de très bons aliments pour limiter l'ostéoporose possible quand on est âgé. C'est tout ce qui est, vous savez, avant, ça y est, je suis une vieille, quand on faisait des soupes, ou des bouillons, ben on mettait des os à moelle, etc. Ou quand on fait un pot-au-feu, tout simplement, on mettait un os à moelle et après on mange le bouillon, en fait. Ben ça, ça va vous donner beaucoup de collagène, et dans l'enfance, c'est très important parce que ça va constituer la solidité du squelette. Et c'était vraiment un capital osseux que vous construisez dans l'enfant. Donc si vous avez des enfants ou des petits-enfants, essayez de leur faire boire du bouillon avec... C'est pas évident que ça fonctionne, hein, mais bon courage. Voilà, bref, c'était juste une petite parenthèse. Donc évidemment, cet examen de densitométrie, il est totalement indolore, hein, vous ne sentez rien, c'est vraiment une mesure qui se fait, voilà. Alors en France, c'est remboursé à 70%, sous condition. Voilà. Et les conditions, c'est qu'il faut avoir des antécédents familiaux, qu'il faut déjà avoir eu des fractures, des fameux os qui sont souvent fracturés quand on a de l'ostéoporose, et il faut avoir eu une ménopause précoce. Alors une ménopause précoce, c'est une ménopause qui arrive bien avant la cinquantaine, hein, parce que 50 ans c'est normal pour une ménopause.
Ce qui veut dire que finalement, c'est remboursé pour pas grand monde. C'est remboursé pour pas grand monde du tout, d'autant plus que c'est remboursé quand il y a des chances malheureuses que vous soyez déjà en ostéoporose et qu'il n'y ait plus rien à faire. Donc, bon, je vais dire que c'est vraiment un feu rouge hein, pour la France, parce que là, c'est pas une très bonne chose. En Suisse, en fait, la prise en charge, elle est beaucoup plus large, même si le coût initial, il est plus élevé, mais en fait, la prise en charge est plus large. Et il y a d'énormes disparités, vraiment, et notamment, il y a des tas de mutuelles suisses qui prennent en charge la densitométrie, même très tôt dans la vie, même à 30 ans, et qui prennent 100% en charge cet examen-là. En France, c'est moyen. Hein. Alors, la Sécu, qu'est-ce qu'elle dit? Que effectivement, c'est sous ces conditions-là. Alors pareil pour les traitements. Après de l'ostéoporose, alors comment dire? Voilà, il y a les traitements possibles, des biphosphonates. Je ne sais pas ce que c'est, du calcium, de la vitamine D, de l'hormonothérapie, etc. Mais pour des cas particuliers. Vous voyez, donc pas pour tout le monde. Et évidemment, elle recommande, parce que ça, comment vous dire, le calcium, la vitamine D ne vous seront remboursés que si vous faites partie de cas particuliers. Donc, en gros, si vous avez déjà une ostéoporose, donc c'est pas le meilleur moment pour prendre ce genre de produits, c'est avant qu'il fallait les prendre. Et puis, elle recommande vivement l'activité physique, mais évidemment, elle ne la rembourse pas. Et en Suisse, par contre, il y a plus de flexibilité sur les remboursements. Comme je vous le disais, il y a des mutuelles qui vont rembourser tous les traitements liés à l'ostéopénie ou à l'ostéoporose. Et puis, il y a plus d'accès aux traitements préventifs, à la rééducation éventuelle, etc. Plus d'accès, ça veut dire que ce sont des accès remboursés, évidemment. Alors, vous avez compris, l'ostéoporose, c'est pas une fatalité. Surtout si on s'y prend avant, parce qu'une fois qu'elle est bien avancée, malheureusement, c'est un peu compliqué. Il faut une bonne hygiène de vie, faire du sport, donc vraiment lutter contre la sédentarité, essayer de bien s'alimenter, limiter l'alcool, le tabac, et puis la caféine sous toutes ses formes, que ce soit du café, que ce soit des sodas, etc. Et si vous avez les moyens, on n'a pas tous les moyens, essayez de voir avec votre médecin traitant si vous ne pouvez pas faire un examen de densitométrie. Si vous avez les moyens, il ne vous sera pas remboursé. De toute façon, si vous n'avez pas d'antécédents familiaux. Je ne sais pas encore combien coûte cet examen, mais alors là, si vous le savez, vous, que vous l'avez pris en charge, que vous l'avez payé de votre poche, en France, surtout, mettez-le dans les commentaires, parce que je pense que ça peut intéresser vraiment beaucoup de monde. Moi, ça m'intéresse d'ailleurs. Voilà, parce que la santé, ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher, mais on peut faire des choses. Mais encore faut-il savoir qu'on est en danger. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la, partagez-la sur YouTube, dites à l'algorithme de YouTube que vous aimez mon contenu. Abonnez-vous, je vous l'ai dit. Oui. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la cinquantaine, sur la ménopause, sur la musculation, sur les relations sociales, sur d'autres choses peut-être. Peut-être un petit coup de gueule. Parce que je parlais de la santé, mais là, moi, il y a quelque chose qui m'énerve. Donc, peut-être que je ferai une petite vidéo coup de gueule très, très rapide parce que là où j'habite, nous sommes face à une situation qui est sans précédent. Et je pense que ça mérite d'être... comment dire ? Pas d'être dénoncé parce que franchement j'ai rien à dénoncer et puis c'est pas moi qui vais dénoncer quoi que ce soit, mais là j'en peux plus. Allez, salut!